Donc, je tiens tout d'abord à remercier le professeur Chéa pour, au nom de professeur Kriaté pour son invitation à ce séminaire. Donc, sans trop tarder, je vais commencer pour la présentation. Donc, c'est une présentation en fait qui s'articule sur les points suivants. Donc, il s'agit d'abord de définir ce que c'est un produit cosmétique. Il y a aussi un point qui est très important, qui est l'aspect réglementaire. Donc, comment ces produits sont réglementés, soit ici, soit ailleurs, à l'étranger. Il y a aussi un point qui est intéressant, qui est de savoir la différence entre un médicament et un produit cosmétique. D'ailleurs, il y a des produits qui sont à la limite entre les deux. Il y a aussi la classification qui doit être abordée. Donc, c'est une classification que je vais donner de la loi marocaine, donc une circulaire qui concerne l'enregistrement des produits cosmétiques. Après, on va parler un peu des domaines d'utilisation de ces produits, avant d'entamer les produits cosmétiques proprement dit. Donc, lorsqu'on va parler de produits cosmétiques, on va parler d'abord des composants, des différents composants de produits. Il y a aussi des formes galéniques de ces produits. Aussi, on va parler des tests qui sont effectués sur les cosmétiques avant de conclure. Donc, pour commencer, d'abord, l'intitulé de cette présentation, c'est dermocosmétique, aspect galénique. D'abord, c'est quoi un dermocosmétique? Si on cherche dans différentes réglementations, il n'y a pas ce terme, il n'est pas défini. Donc, on trouve qu'il y a surtout le terme cosmétique qui est défini et réglementé. Donc, pour l'aspect galénique, le galénique, si je rappelle ce que c'est l'art et la science de transformer les matières premières ou des produits actifs en médicaments, donc toute la chaîne de la production jusqu'à conditionnement et conservation. Donc, pour commencer, d'abord, qu'est-ce que veut dire la cosmétologie? Donc, la cosmétologie est définie comme l'art de paraître. C'est le fait de rendre plus belle la peau. Donc, et aussi, la peau, comme vous savez, c'est l'organe visible de la relation avec les autres. Donc, dans votre cabinet de dermatologie, généralement, il y a des motifs de consultation. On consulte pour certains objectifs, bien sûr, par toujours de cosmétologie. Il y a d'abord l'objectif d'affiner une peau grasse. Il y a aussi, on peut avoir différents objectifs comme hydrater une peau fine et fragile, éclaircir parfois des épidermes tachés ou hyperpigmentés. Aussi, essayer de ralentir l'apparition du vieillissement, mais aussi de neutraliser les effets délétères de l'environnement sur la peau. Donc ça, c'était la définition de la cosmétologie. Maintenant, qu'est-ce que c'est un produit cosmétique? Un produit cosmétique il est défini d'une manière réglementée comme toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain, donc que vous savez tous, ou avec les dents et les muqueuses buccales, on veut exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger des odeurs corporelles. Là, c'est concerne le domaine d'utilisation du cosmétique, tout en sachant que tout produit qui est ingéré ou inhalé, injecté ou implanté ne fait pas partie de ces produits. Donc là, on fait un peu la différence entre les deux. Donc, comme j'ai dit, lorsqu'on a ces actions donc, qui sont soumises en rouge, donc là, on ne parle pas de produits cosmétiques. Donc, la différence entre un médicament et un produit cosmétique, donc tout d'abord il y a l'aspect réglementaire. Donc, un médicament a besoin d'une autorisation de mise sur le marché, tandis qu'un produit cosmétique, généralement, il doit être juste enregistré. Il y a un vide chez nous ici au Maroc, donc il y a une nouvelle loi, une nouvelle circulaire qui date de fin 2016. Donc, pour l'enregistrement des produits cosmétiques. Donc, elle se fait juste par un dossier. C'est un dossier qui est nommé dossier d'information sur le produit qui va être évalué par la direction du médicament et de la pharmacie afin d'obtenir cet enregistrement de ce produit.
Donc, scientifiquement parlant, un médicament, c'est une efficacité qui est thérapeutique, tandis que pour le produit cosmétique, c'est une efficacité physiologique au niveau de l'enveloppe cutanée ou de muqueuse, bien sûr, chez un individu sain. Par contre, pour les médicaments, c'est bien évidemment pour les malades. Donc, toutefois, il y a certaines limites. Donc, on observe parfois qu'il y a des statuts qui sont un peu ambigus. C'est l'exemple de quelques produits. Donc, il y a des produits qui ont de statut de médicament et une indication qui est cosmétique. C'est l'exemple des trétinomines, minoxidil, etc. Puis aussi, il y a des cosmétiques qui généralement on donne comme accompagnement pour certains traitements, mais à la force de les donner, ça devient des remplaçants de ces médicaments. C'est dans le cas, par exemple, de traitement de l'acné. Puis aussi, il y a des cosmétiques, des produits qu'on utilise en cosmétologie qui ont des effets secondaires, comme les acides alpha-hydroxylés. Donc là, normalement, la définition des cosmétiques, ça ne doit pas donner d'effets secondaires. Il y a aussi un autre problème qui est du périm, qui ne sont pas classés nulle part et que personne ne sait où les classer. Donc, certains sont clairement des cosmétiques, d'autres sont clairement des dispositifs, mais pour la classification exacte, ça reste toujours une question à soulever. Donc si je rappelle un peu le tout, donc l'enjeu de l'utilisation d'un produit cosmétique, c'est de préserver la fonction naturelle de la peau, assurer son hygiène et protéger des agressions. Le lieu d'action de tout produit cosmétique, c'est la couche cornée. Donc, pour un produit cosmétique, il ne doit pas y avoir une absorption de molécules ou de tout principe dans la circulation, bien sûr. Puis aussi, pour que cette couche fonctionne au mieux, donc je parle toujours de la couche cornée, il doit y avoir une bonne intégrité de la membrane cellulaire d'abord. Il faut des facteurs d'hydratation naturelle pour fixer l'eau à l'intérieur de cellules aussi. Il faut avoir de l'eau pour compenser les pertes, et aussi des liquides pour limiter le départ d'eau et les pénétrations de substances nocives. Donc pour les produits cosmétiques, il doit avoir un caractère qui est à la fois hydrophile et lipophile. Et du coup, c'est là l'enjeu de la galénique, donc c'est de formuler des produits qui peuvent avoir les deux propriétés. Donc maintenant, on va passer à l'aspect réglementaire. Je vais commencer par ce qui se passe en Europe. Donc en Europe, comme ailleurs, un produit cosmétique n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. Les produits cosmétiques ont commencé plutôt, il y a la première directive qui réglementait le produit cosmétique daté de 1976. Donc c'était suite à une affaire tragique du talc orange. C'était en fait des cas il y avait 36 nourrissons qui sont décédés suite à l'utilisation de ce talc et qui a été dû à la présence d'un conservateur qui est l'hexachlorophène suite à une erreur de manipulation lors de la fabrication. Donc juste après ce tragique accident, il y avait l'obligation de réglementer les produits cosmétiques. Donc comme j'ai dit, il y avait la directive de 1976. Par la suite, l'Union européenne a adopté le règlement cosmétique, donc, donc c'est un règlement de 2009, qui a été établi par le Parlement européen, et que la mise en application était en 2013, donc plus précisément le mois de septembre 2013, avec bien sûr des mises à jour régulières qui concernaient ce règlement. Il y a aussi d'autres normes. Il y a les normes françaises qui sont relatives aux bonnes pratiques de fabrication. Il y a aussi le fameux dossier d'information sur le produit, donc, qui contient des exigences législatives et réglementaires vis-à-vis du produit considéré. Et puis aussi, il y a une notion importante lors du contrôle de ces produits. Donc, il y a l'expérimentation animale qui n'est plus autorisée pour les cosmétiques.
Donc un dossier cosmétique, ça contient des éléments suivants. D'abord, il faut identifier le fabricant. Il faut aussi déterminer la formule qualitative et quantitative avec la dénomination internationale des produits cosmétiques. Méthode de fabrication, bien sûr, avec respect des bonnes pratiques de fabrication. Il y a aussi, il faut évaluer la sécurité des produits. Il faut aussi donner les noms et adresses des personnes qualifiées responsables du dossier d'évaluation. Aussi, il faut lister les effets indésirables éventuels et puis aussi donner des preuves pour des effets revendiqués par le produit. Il y a aussi un point important à signaler, c'est la cosmétovigilance. Donc, c'est comme la pharmacovigilance, mais là, ça concerne les produits cosmétiques. Donc, il faut signaler tous les effets secondaires éventuels suite à une utilisation d'un produit cosmétique. Il faut les déclarer. Il faut aussi un recueil des informations les concernant, enregistrer, évaluer et exploiter les informations relatives à ces effets dans un but de prévention. Aussi réaliser des études pour faire face à ceci, et puis la réalisation et le suivi des actions correctives en cas de nécessité. Donc là, je vous ai mis une slide concernant le règlement européen. Donc là, c'est le règlement cosmétique de 2009. Pour ce qui se passe au Maroc, là je vous ai mis la dernière circulaire, elle date du 29 décembre 2016. Donc c'est une procédure d'enregistrement du produit cosmétique. Donc tout produit cosmétique qui doit être sur le marché marocain doit passer par une procédure d'enregistrement qui se fait à la direction des médicaments et de la pharmacie. Donc pour évaluer ce dossier et avoir l'autorisation de le mettre sur le marché marocain. Donc toutefois, il y a une commission aussi qui gère ceci, c'est la commission consultative d'enregistrement des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Elle est composée de la direction de médicaments et de la pharmacie, du centre antipoison et de pharmacovigilance, la direction d'épidémiologie et de lutte contre les maladies, et aussi des professeurs d'enseignement supérieur en dermatologie des différentes facultés, Rabat, Casa, Fès et Marrakech. Donc, suite à la réunion de cette commission, il doit y avoir un accord de la commercialisation. Cet accord qui sera pour une durée qui est valable juste de 5 ans, est renouvelable après besoin, bien sûr, pour le fabricant ou pour l'important. Donc, quelles sont les règles relatives à la composition des produits cosmétiques? D'abord, il y a le principal élément, c'est de savoir choisir les ingrédients. Donc, pour les ingrédients, la réglementation elle prévoit certaines listes. Ce sont des annexes qui sont stipulées dans le règlement cosmétique. Il y a d'abord des substances qui sont interdites. Elles sont listées dans l'annexe 2 du règlement. Il s'agit de 1328 substances. Il y a aussi des substances qui sont soumises à restriction. C'est l'annexe 3. Il y a des substances qui sont autorisées en tant que colorant, d'autres en tant que conservateur et d'autres en tant que filtre ultraviolet. Donc toutes ces substances, je vous invite à voir le règlement européen pour voir toutes ces substances et les lister chacune dans sa thèse. Puis aussi il y a certaines substances qui sont interdites. Donc ce sont des substances qui sont cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, qui sont aussi stipulées dans la loi. Et puis aussi il y a des produits cosmétiques qui peuvent contenir des nanomatériaux. Donc le règlement introduit des dispositions qui visent à identifier et à permettre l'évaluation de nanomatériaux utilisés dans les produits cosmétiques. Un élément aussi essentiel, c'est l'étiquetage de ces produits. Donc l'article 19 du règlement cosmétique montre très bien qu'il y a certaines règles d'étiquetage qu'il faut respecter, donc, et que vous devez veiller c'est-à-dire à vérifier la présence de ces éléments. Donc il y a d'abord le nom et l'adresse du producteur, il y a le pays d'origine qui doit être mentionné aussi.
si bien sûr le produit est fabriqué hors Union européenne. Il y a ce qu'on appelle la durabilité minimale, donc lorsqu'elle est inférieure à 30 mois. Donc pour un produit qui a une durabilité qui est supérieure à 30 mois, c'est pas la peine de mettre la date sur l'emballage. Puis aussi il y a le numéro de l'eau qui doit être présent, la liste des ingrédients, le contenu nominal, les précautions particulières d'emploi, la fonction de produit et aussi la notion de durabilité minimale qui est lorsque le cas est supérieur à 30 mois et la période après ouverture. Donc tout ceci doit être mentionné sur l'emballage. Là, on parle de classification, donc c'est la classification marocaine des produits cosmétiques. On voit très bien qu'il y a une large panoplie de produits, donc il y a des produits pour la peau, des produits de correction de l'odeur corporelle, donc etc. Je ne vais pas lire toute la diapo, mais là, c'est la classification marocaine, donc je vous invite à voir la circulaire de 2016 pour voir un peu les différents produits. Donc, concernant les domaines d'utilisation du produit cosmétique, donc il y a plusieurs domaines d'utilisation. Il y a d'abord l'objectif d'hygiène et aussi toilette. Il y a aussi des produits cosmétiques pour la photoprotection. Il y a des produits cosmétiques aussi pour faire pallier aux effets du vieillissement, etc. Donc on va commencer par les produits d'hygiène. Donc l'objectif c'est de débarrasser la peau des salissures. Généralement on utilise des tensioactifs. Bien sûr, ces produits doivent avoir une qualité et une tolérance. Donc pour l'efficacité, et une tolérance. Donc pour l'efficacité, ça se mesure en termes de propreté, éventuellement d'élimination de germes potentiellement pathogènes. Pour la tolérance, ça s'effectue par des tests d'irritation. Donc anciennement on utilisait des savons alcalins, etc. Maintenant on utilise plus des produits synthétiques qui sont mieux tolérés, c'est l'exemple des plantes dermatologiques ou des liquides utilisés en tant que nettoyant. Il y a aussi le côté hydratation. Donc on doit hydrater toujours la couche cornée. Donc pour différents objectifs, il y a d'abord l'objectif de confort pour la peau saine normale. Il y a aussi, on peut aussi l'hydrater dans des cas spéciaux, dans le cas par exemple d'une xérose simple, d'une xérose accentuée ou de xérose des dermatoses. Et aussi pour compenser l'effet irritant de certains traitements, donc comme le cas des rétinoïdes ou en cas de photothérapie. Donc pour le mécanisme de cette hydratation, il y a différents produits qu'on peut utiliser. Il y a les humectants. Donc ce sont des molécules qui ne sont pas capables de pénétrer au sein de cellules superficielles de l'épiderme. Donc là, on a une pénétration on peut dire de l'eau pour hydrater l'épiderme. La plupart d'entre elles sont des constituants naturels des facteurs d'hydratation naturels ou leur analogue. C'est l'exemple des glycérols, urée, acide aminé, acide lactique et des sucres simples. À côté des humectants, il y a les fulmogènes ou les émollients qui réduisent le perte d'eau. Là, ils vont former un film qui est hydrolipidique, qui va freiner l'évaporation naturelle d'eau. Donc il y a des fulmogènes qui sont hydrophobes et d'autres qui sont hydrophiles. Donc pour les fulmogènes hydrophobes, il y a des filtres lipidiques à la surface. Leur inconvénient est d'empêcher la peau de respirer. Donc c'est l'exemple de la vaseline et des silicones. Il y a à côté de ceci, il y a des fulmogènes qui sont dits hydrophiles. Donc ce sont des grosses molécules capables de capturer de nombreuses molécules d'eau dans le squelette. C'est l'exemple du collagène et des polymères hydrophiles d'origine végétale. Et puis il y a aussi des émollients qui lissent et assouplissent et protègent la surface de la peau. C'est l'exemple des huiles végétales et des graisses animales. Il y a aussi des cosmétiques d'accompagnement des dermatoses du visage, donc, qui nécessitent la prise en compte de leur inévitable dimension psychologique et cosmétique. Donc, c'est l'exemple des cosmétiques des acnéiques, qui vise à améliorer la tolérance des traitements irritants
et donc la compliance des patients, qui vise aussi à limiter la séborrhée et éviter les produits comédogènes, et puis qui aide à masquer les lésions affichantes. Donc, parmi les moyens disponibles pour cacher des lésions du visage socialement handicapantes, il ne faut pas négliger l'apport des maquillages couvrants aussi. Donc il y a aussi des produits pour photoprotection, comme j'ai dit, il y a aussi des produits pour la prise en charge du vieillissement cutané. Donc pour le vieillissement cutané, il faut une photoprotection, donc il faut aussi une hydratation de la peau et des applications parfois d'azote liquide ou dépigmentants, c'est l'exemple d'hydroquinone sur les taches pigmentées. Donc maintenant on va passer aux produits cosmétiques. D'abord, quels sont les composants des produits cosmétiques? Il y a d'abord des composants qui sont dits basiques, c'est l'eau, les corps gras et les tensioactifs, et d'autres qu'on peut ajouter à ces derniers, donc il peut s'agir de gélifiants, conservateurs, antioxydants, actifs, colorants et parfums. Donc le constituant principal de ces lots, qui est le constituant majeur des produits cosmétiques, on peut le trouver dans les lotions, les gels aqueux jusqu'à 95%, dans les émulsions entre 60 et 85%, et dans les shampoings à une concentration plus de 90%. Donc on l'utilise comme solvant, donc, pour diluer les actifs et aussi pour le rinçage de la peau et des cheveux. Il y a aussi, c'est un composant principal des phases aqueuses des émulsions. C'est un composant principal aussi des gels et de lotions, et il est considéré comme hydratant quand elle est associée à des substances qui ralentissent son évaporation. Donc il y a aussi comme composant principal des alcools. Donc on a ici différents types. On a l'éthanol, propylène, glycol, le glycérol et le sorbitol, donc avec différentes propriétés. D'abord pour l'éthanol, ça sert à diluer les compositions de parfums. Ça s'utilise aussi dans les lotions et les gels. Il a aussi un effet rafraîchissant et conservateur antimicrobien lorsqu'il est utilisé à une concentration supérieure à 20%. Donc pour le propylène glycol, il s'utilise dans les émulsions et les cycles déodorants par exemple. C'est un solvant pour la préparation aussi des extraits végétaux. Il y a aussi la glycérine qui est humectant et hydratant. Et il y a aussi des sorbitols. Le sorbitol qui est utilisé comme humectant et hydratant. Donc pour les corps gras aussi, ils sont utilisés à des concentrations de 5 à 30%. Ils ont différentes origines. Il y a l'origine minérale, donc c'est l'exemple de la vaseline, la paraffine et le dokéry, qui est dit aussi cire de la terre. Aussi il y a l'origine végétale, qui sont les triglycérides. Et il y a aussi des origines synthétiques comme l'hydrocarbonés, les siliconés et les fluorés. Donc pour les tensioactifs, ils sont généralement utilisés lorsqu'on peut préparer une émulsion. Généralement, une émulsion, c'est deux phases qui sont non miscibles, mais qui le sont par addition d'un tensioactif. Généralement, il est utilisé à des concentrations de 1 à 25%. Ils sont appelés aussi des émulsionnants, et ils sont de différents types. Il y a les tensioactifs anioniques, cationiques et amphotères. Donc, ce sont les tensioactifs ioniques, et il y a aussi les tensioactifs qui sont non ioniques. Donc, toujours dans les composants, il y a aussi les gélifiants, donc, avec une concentration d'utilisation de 0,1 à 1%, donc, ils vont augmenter la viscosité de la phase aqueuse. Donc, ça joue sur la consistance de la préparation en la augmentant. Puis aussi, ils sont de différents types. Il y a des gélifiants qui sont synthétiques, comme des polymères acryliques. Il y a des gélifiants issus de végétaux, comme les alginats issus d'algues et les gommes. Et puis aussi, il y a des gélifiants qui sont minéraux, comme les argiles. Et dernièrement, on utilise des gélifiants qui sont issus de la biotechnologie, comme l'exanthone. Donc les produits cosmétiques doivent contenir des conservateurs selon la préparation. Donc on peut les utiliser à des concentrations arrivant à 25%. Ils sont essentiellement bactéricides ou bactériostatiques. Donc on utilise différentes substances.
J'ai mis ici quelques exemples. Des parabènes, des acides salicyliques, la chlorhexidine, le triclosan, etc. Donc, il y a aussi les antioxydants, donc pour un but de conservation. Donc, ce sont des molécules qui sont capables de s'opposer aux altérations chimiques dues à l'oxygène de l'air, donc ils protègent du rancissement des produits cosmétiques contenant des corps gras oxydables. Malheureusement, il n'y a pas de législation propre aux produits cosmétiques. La législation qui se trouve pour les antioxydants, c'est dans le domaine alimentaire. Pour la classification, il y a des antioxydants qui sont d'origine synthétique, comme la butylhydroxyanisole et le butylhydroxytoluène. Et puis aussi, il y a des origines naturelles, comme les palmitates d'ascorbine et les alpha-tocophérates. Les produits cosmétiques peuvent aussi renfermer des colorants, donc des colorants qui sont réglementés et qui sont présents dans une annexe du règlement européen. Ils peuvent être des colorants hydrosolubles ou liposolubles. Il y a aussi des pigments qui sont totalement insolubles dans l'eau, donc c'est la différence entre colorant et pigment. Le colorant, s'il est soluble dans l'eau, tandis que le pigment il est insoluble dans l'eau et dans l'huile. Et puis il y a ce qu'on appelle les lacs, qui sont obtenus par fixation d'un colorant soluble sur un support inerte. Donc, comme j'ai dit, il y a l'annexe 4 qui parle du règlement européen qui parle des colorants. Donc il y a des colorants qui sont utilisés pour tous usages cosmétiques, il y a des colorants qui sont utilisés pour tous usages cosmétiques, à l'exception des produits entrant en contact avec les muqueuses. Il y a certains qui sont utilisés pour tout sauf les produits entrant en contact avec les yeux. Et puis aussi, il y a des colorants qui sont autorisés uniquement dans des produits rincés. Donc là, il y a les différentes origines des colorants. Il y a des colorants d'origine minérale, végétale, animale et synthétique, avec des exemples que vous voyez ici. Il y a aussi les parfums, donc il s'agit de terpènes et dérivés, d'aldéhyde aussi et de lactone. Ils sont liposolubles, utilisés à des concentrations de 0,1 à 1%. Et chez l'enfant, ils sont à proscrire. Et aussi ne jamais faire de dilution alcoolique, aussi si le produit a on nécessite l'utilisation d'un tensioactif non ionique hydrophile très concentré. Donc il y avait aussi une notion de cosméceutique. Donc pour les cosméceutiques, ce sont des produits cosmétiques qui renferment un actif. Je parle d'actif et pas de principe actif. Donc certains cosmétiques renferment des molécules qui sont douées d'une activité. Donc ce sont des substances qui sont introduites dans une formule dont on a une activité bien sûr spécifique. Donc c'est l'exemple des hydratants, donc, qui peuvent être occlusifs, fixateurs d'eau, des régulateurs de fluidique aussi. Il y a aussi des actifs dits anti-âge, donc ce sont des agents de décoloration comme les acides alpha-hydroxylés, l'acide rétinoïque aussi. Il y a des écrans à effet solaire. C'est l'exemple du Lexoril comme anti-UVA et puis l'acide paraminobézoïque comme anti-UVB. Il y a aussi dans les produits cosmétiques contenant des actifs, il y a aussi des actifs qui sont anti-inflammatoires ou apaisants, comme les extraits végétaux de camomille, de réglise, aussi ou phytostérol de colza. Il y a aussi des immunorégulateurs. Ce sont des produits issus de biotechnologie et des polysaccharides, des anti-stress, des Botox-like, ce sont des extraits végétaux et peptides. Il y a des séborégulateurs aussi, qui sont des dérivés sucrés, des sels de zinc, etc. Et puis il y a les amincissants, ce sont c'est l'exemple de triterpènes, de caféine, etc. Il y a aussi des stimulants cellulaires, c'est les biopeptides d'hémisynthèse comme la taurine ou les isoflavones de soja. Il y a aussi des anti-élastases, c'est des peptides d'origine synthétique, des antiglycations, les antiglycations ce sont des petits piégeurs de sucre, et aussi des tenseurs comme les hydrolysases de protéines. Donc là j'ai fini avec les composants des produits cosmétiques. Maintenant on va passer aux différentes formes galéniques. Donc il y a les émulsions. On
premier rang. Ce sont deux phases qui sont non miscibles et qui le sont par l'ajout d'un tensioactif. Donc on a deux types d'émissions, soit des émissions vides en haut et des émissions inverses qui sont dites odromides. Donc pour les premières, ce sont des émissions qui renferment un pourcentage en vide de 5 à 40%, en eau de 60 à 95% avec un pourcentage d'émissions de tensioactifs de 2 à 7%. Donc ils ont de multiples textures de la lotion à la crème, donc c'est une échelle de texture, on verra par la suite. Et puis ils sont responsables de fraîcheur, ils sont aussi doués de stabilité, et sachant que 95% des crèmes de jour sont des émissions qui sont huiles ou eau. Pour l'autre type d'émission, il s'agit d'émissions odromides, donc qui exercent un effet barrière. Donc, c'est une formule aussi qui est waterproof, donc qui est anti, on peut dire qu'elle fait face à l'eau. Et puis, ils sont utilisés comme occlusifs, comme grâce aux fraîcheurs peu stable. Ok. Donc pour il y a aussi des émissions qui sont en triple, donc c'est le même principe, sauf qu'il y a ici trois phases. Donc c'est une émission qui est odromile de haut, donc elle est plus profitable qu'une autre odromile, elle est plus stable pour les actifs, et elle permet une biodisponibilité augmentée. Puis aussi on a les lotions qui sont divisées qui peuvent être aqueuses ou huileuses. Donc avec des produits, bien sûr, des composants, comme vous voyez. Il y a les gels aussi, qui sont obtenus après une gélification par un agent gélifiant déterminé. Donc pour les gélifiants, il y a par exemple des polymères acryliques, des argiles, des gompes, des comptables, donc qui servent pour le nettoyage et les soins du visage. Il y a aussi des produits cosmétiques vecteurs. Donc là, c'est pour la protection des actifs. Et c'est pouvoir les vectoriser jusqu'au lieu où elles exercent leur action. Donc il y a les liposomes et les chloéosomes, et aussi les nanocapsules. Là, c'est une échelle de texture de différents produits, donc selon qui renferment plus d'eau ou plus d'huile. Donc on a l'échelle ici, donc allant des solutions aqueuses jusqu'au huile, donc en passant par des gels, des émulsions. Avec tout leur type. Donc il y a aussi des produits de maquillage, donc l'objectif c'est d'uniformiser le teint, cacher les imperfections et modifier l'apparence de l'embellir. Donc la composition sont des bases pigmentaires. Il y a aussi des fluides qui sont des émissions et des crèmes, avec aussi il peut avoir des additifs comme des actifs conservateurs et parfums. Il y a aussi les produits capillaires qui sont utilisés donc, avec des tensioactifs qui ont un effet lipophile et hydrophile. Donc il y a comme j'ai dit tout à l'heure, la classification des tensioactifs, anioniques, cationiques, etc. Donc aussi, là je parle de la formulation de shampoing, donc qui est fabriqué selon les méthodes en contenant des détergents, des stabilisateurs de mousse, des épaississants, des nacrants, adoucissants, conservateurs, etc. Donc en pratique, généralement pour les cheveux normaux, on utilise des tensioactifs anioniques. Pour les usages fréquents, des tensioactifs anioniques avec les amphotères. Pour les bébés, ce sont surtout des tensioactifs anioniques amphotères plus ioniques, non ioniques, pardon. Et puis pour les soins, il y a des tensioactifs anioniques amphotères, polymères cationiques et aussi. Donc il y a aussi des produits pour les ongles, il s'agit de dissolvants à base d'acétone, etc., plus des vernis. Donc si je résume un peu, il y a donc pour la peau normale, c'est la peau idéale, donc il faut conserver ce que la nature a donné, bien sûr, il faut une hygiène de vie hydratée et protégée. Pour les peaux sèches, il ne faut pas les agresser, il faut toujours les hydrater avec des produits comme des crèmes riches par exemple en actifs hydratants. Et il y a aussi des peaux grasses qu'il faut nettoyer sans agresser. Il faut aussi un gommage des crèmes exposantes. Des peaux sensibles, il faut des produits avec le moins d'actifs possible, donc sans parfum aussi.
Et pour les dents, il faut des produits avec texture plus légère et produits de rasage non agressif. Donc là, c'est un résumé un peu de la conception de tout produit cosmétique. Il y a l'étape recherche et développement. Il y a des essais qui s'effectuent dans le labo et puis aussi, après les tests pilotes, on passe à la fabrication industrielle. Donc pour tester les produits cosmétiques, on teste la stabilité, donc on teste aussi la compatibilité vis-à-vis du verre et du plastique. Il y a aussi le test bactériologique qui est le challenge test, donc c'est des contaminations artificielles. Pour s'assurer de l'efficacité des conservateurs, on utilise des germes pour ceci. Il y a le staph aureus, les pseudomonas aéruginosa, les Shigella coli, le Candida albicans et l'Aspergillus niger. Donc, ce sont des inoculants de 107 unités de colonie par gramme qu'on met dans la préparation et qu'on dénombre ensuite après 7, 14 et 28 jours. Et pour les résultats, ça doit être stable. Pour le nombre de germes doit être stable ou diminuer. Sinon, autrement, la préparation n'est pas stable du point de vue bactériologique. Donc, il y a aussi des tests de tolérance. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des tests qui ne se font plus sur les animaux. Donc, ce sont des tests in vivo. Donc, il y a l'irritation oculaire avec un test pondéral par la suite. Et puis, il y a des tests d'irritation cutanée qui sont dits primaires par application itérative, donc des applications répétées. Et aussi des tests de sensibilisation. Il y a aussi pour certains produits spéciaux des tests de photosensibilisation et des tests d'irritation de la muqueuse. Donc là, c'est le test qui remplace le test d'irritation oculaire. Donc c'est un test sur des cellules, sur des œufs, donc essentiellement sur la membrane chorioallantoïdienne. Donc le produit va être mis sur cette membrane et on va suivre bien sûr l'évolution et noter si c'est irritant pour l'œil. Donc il y a aussi des tests d'efficacité, donc c'est des tests sur des consommateurs, des tests cliniques, des tests aussi in vitro sur des porcs reconstitués, et aussi des méthodes qui sont instrumentales. Donc pour conclure, donc je dirais que pour conserver la souplesse de la peau, sa douceur et sa tonicité, il faut maintenir d'abord l'hydratation, des teneurs en liquide et puis protéger des rayonnements solaires. Donc merci pour votre attention.